Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons parler, pour commencer cette interview, de ce vote historique au Parlement européen, puisque les voitures thermiques neuves, c'est fini en 2035. C'est une bonne chose, c'était inévitable. Nous avons voté contre. Nous avons voté contre parce que je pense que le délai est beaucoup trop précoce, beaucoup trop tôt, et que cette décision va être perçue comme une angoisse pour des millions d'automobilistes, et en réalité pour les automobilistes les plus modestes, qui voient aujourd'hui que les prix des véhicules électriques dont ils devront se munir clairement d'ici une dizaine d'années, c'est l'objectif. En tout cas, ils ne pourront pas trouver de véhicules neufs qui soient à essence ou qui fonctionnent au carburant, sont beaucoup plus chers. Le nombre de bornes aujourd'hui pour recharger n'est pas énorme. Il faudrait le doubler dans 5 ans et encore le doubler dans les 10 prochaines années. C'est extrêmement ambitieux. Je ne sais pas si ce sera fait. Ça ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas encore aux responsabilités. En tout cas, nous avons voté contre parce que je pense que c'est beaucoup trop tôt et qu'on est là dans une écologie qui est punitive, coercitive, alors qu'on devrait plutôt miser sur l'innovation et sur l'accompagnement. Je disais, ce sera fait. L'installation de bornes, de bornes évidemment pour recharger des voitures électriques, ça fait aussi partie des mesures qui ont été votées. Vous dites qu'il faudrait aller plus lentement. Ce serait quoi le bon calendrier ? Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Voilà, je pense que c'est 2035, c'est trop tôt. Donc, quel est le bon calendrier ? Je pense que c'est beaucoup trop tôt, qu'il faudrait attendre encore un petit peu. En tout cas, avoir des prix des véhicules électriques qui soient beaucoup moins importants, avoir des bornes en quantité beaucoup plus importante. Et surtout, c'est une angoisse pour les Français. Les Français, aujourd'hui, n'arrivent plus à remplir leur voiture avec de l'essence parce que l'essence est devenue trop chère. Ils font face à une inflation des normes aujourd'hui dans les grandes villes où ils n'arrivent plus à se stationner, où ils n'arrivent plus à entrer. Donc, je pense que c'est une angoisse supplémentaire. C'est pas une angoisse, à votre avis, le réchauffement climatique aussi pour les Français ? Mais alors je vais vous répondre sur le réchauffement climatique. Le Haut Conseil pour le climat nous dit quoi ? Il nous dit que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre vient de notre modèle économique et notamment de nos importations. Tant qu'on continuera, tant que l'Union européenne, et c'est l'hypocrisie que je dénonce, continuera de négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec la Chine, avec le Brésil, avec le Canada, eh bien on continuera de faire circuler des supertankers sur toute la planète. Et je vous rappelle que en termes de particules fines émises, un supertanker, il y en a 60 000 qui traversent la planète, c'est l'équivalent de tout le parc automobile français. Donc, avant de faire payer, comme d'habitude, les automobilistes français, relocalisons les productions, faisons le patriotisme économique, développons les circuits courts. Mais si vous voulez, c'est d'une hypocrisie totale que d'accompagner le grand déménagement du monde et en même temps de faire payer de manière coercitive une transition énergétique aux Français, qui sont, je le rappelle, parmi les pays les plus propres au monde. La transition écologique, ça vous intéresse quand même ? Oui, ça m'intéresse. Ah bon, alors un chiffre. Le coût de la transition écologique est estimé à 50 milliards d'euros par an. Cela nécessiterait d'investir jusqu'à presque 3 points de PIB en 2030. C'est un résumé des chiffres qui font vraiment consensus chez les économistes. Quand vous voyez ces chiffres, vous dites quoi ? Ce sera à l'État d'assumer le coût de ce choc que va représenter économiquement la transition écologique. Comment est-ce que vous les prenez, ces chiffres-là ? Je me dis que à partir du moment où la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations, alors, la solution de l'écologie pour sauver la planète se trouve dans le localisme. Il faut détaxer la proximité. Il faut faire en sorte qu'on puisse se fournir aujourd'hui au plus près des lieux de consommation. Pour tous les produits. Mais pour tout ce qu'on peut produire raisonnablement chez nous. On sait qu'il y a des filières qui sont parties, qui seront très difficiles de raccompagner. Mais quand on voit par exemple que dans les cantines de nos enfants, on consomme des fruits et des légumes qui viennent du Chili, alors qu'il y a un agriculteur français sur 2 qui vit avec moins de 300 € par jour, eh bien je pense qu'on gagnerait à mettre en place cette grande loi de patriotisme économique qu'on défend, c'est-à-dire une priorité d'accès aux TPE-PME dans la commande publique. Aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit aux entreprises françaises d'aller se fournir directement, en tout cas des marchés publics, directement auprès des TPE-PME. Donc quand vous entendez Bruno Le Maire qui dit pour l'aide alimentaire qui sera sans doute décrétée à la rentrée pour aider et accompagner les ménages français face à l'inflation, il dit qu'il faudra le cibler sur les produits alimentaires français. Il faut que ce dispositif d'aide profite aux producteurs français. Il a raison. Mais je suis d'accord sur le principe. Je suis en désaccord sur la méthode. Je pense que de distribuer des chèques face à l'inflation n'est pas une solution pérenne. Je pense que la solution pérenne, et c'est d'ailleurs l'une des mesures que nous défendrons à l'Assemblée nationale si les Français nous font confiance dès dimanche, c'est de baisser les taxes sur un certain nombre de produits et notamment de baisser les taxes sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, les carburants en baissant la TVA de 20% à 5,5%. Ça permettra de compenser l'inflation sur les produits alimentaires en faisant clairement des produits de première nécessité et, deuxième mesure, en créant un panier de 100 produits de première nécessité, le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, qui soient totalement exemptés de TVA. Et puis, il faut c'est mieux que bloquer les prix, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on n'est pas en Bolivie.
on n'est pas à Cuba. Donc on est dans une économie de marché. Et dans une économie de marché, les Français ont le droit de bénéficier des fruits de leur travail. Or, quand vous avez 60% de taxes sur les carburants, ils n'arrivent plus, les Français, à remplir la quasi-totalité du plein de leur voiture, à l'heure où le carburant a dépassé la barre symbolique des 2 euros. Et juste un mot sur l'écologie. La France est peut-être le pays le plus propre au monde. Nous sommes responsables d'à peine 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, quand la Chine et les États-Unis réunis sont eux deux responsables de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Je dis que pendant que les autres polluent, nous on veut être les meilleurs élèves de la planète. Nous sommes parmi les plus propres de la planète. On a beaucoup d'efforts à faire et je pense que le premier des efforts qu'on a, c'est d'arrêter de donner à nos enfants des fruits et légumes dans les cantines qui viennent du bout du monde quand on pourrait se fournir en France. C'est pas un objectif quand on veut être responsabilité d'être le meilleur élève? Si, mais peut-être pas. Bien sûr que si, c'est un objectif, oui. mais pas d'hypocrisie. Allez, Pas d'hypocrisie. La ministre Quand on négocie un accord de libre-échange avec le Brésil qui va amener dans nos assiettes du saumon transgénique ou du poulet aux hormones, pendant qu'on demande des efforts toujours plus durs aux automobilistes français, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie en matière d'écologie. Une autre urgence, la santé, les urgences. La ministre Brigitte Bourguignon, sans attendre d'ailleurs la conclusion de la mission Flash, annonce le doublement de la rémunération des heures supplémentaires pour les soignants, les retraités, les étudiants qui sont en attente de diplôme qui pourront travailler plus tôt que prévu. Ça répond à l'urgence? C'est du sparadrap. C'est-à-dire qu'on gère la pénurie. Ils ont cassé l'hôpital public depuis 5 ans, depuis 10 ans, et maintenant ils viennent mettre des rustines sur le mal. Emmanuel Macron a supprimé depuis 2013 27 000 lits à l'hôpital public. Ils ont même fermé des lits pendant la crise sanitaire. Donc, il faut d'abord un moratoire sur les fermetures de lits, premièrement. Deuxièmement, nous défendons un grand plan santé de 20 milliards d'euros. 10 milliards dans les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, le premier désert médical, c'est l'hôpital public. 10 milliards dans les augmentations de salaire. Permettez-moi de vous rappeler que les soignants ont été maltraités depuis 5 ans et qu'ils sont aujourd'hui payés 10% de moins que la moyenne de l'OCDE. Donc, il faut les revaloriser et les mettre à la moyenne. Et puis, il faut rendre l'hôpital aux soignants. Aujourd'hui, c'est l'administration, ce sont les technocrates et la bureaucratie qui gèrent l'hôpital comme on gère une entreprise. Le service public, ce n'est pas fait pour être rentable, et donc il faut arrêter cette logique de rentabilité. Et on propose notamment, juste pour finir, une direction bicéphale. Ce n'est pas des technos de gérer l'hôpital, on veut une direction entre des spécialistes de l'administration et un médecin à chaque fois dans tous les hôpitaux. J'ai noté cette petite phrase tout à l'heure, si nous sommes aux responsabilités. C'est-à-dire que vous aussi, vous pensez que vous pouvez... être Premier ministre, que Marine Le Pen peut être Premier ministre, ça vous fait déjà sourire? Je pense que nous pouvons rentrer très nombreux à l'Assemblée nationale et que, compte tenu des sondages aujourd'hui qui placent le Rassemblement national à quelques points de la première place de ces élections législatives, je pense que nous pouvons arriver en tête. Et je dis à nos électeurs, ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous défendre pendant 5 ans. Ne pas voter dimanche à ces élections législatives, c'est valider le programme d'Emmanuel Macron. Il y a une dynamique Rassemblement national en cette fin d'élection de campagne? Dans le dernier sondage ELAB, la NUPES baisse, la République En Marche baisse, le Rassemblement national augmente. On est à 3 points de la place de tête, 3-4 points de la place de tête aujourd'hui. Donc si nos électeurs se déplacent dimanche, nous arriverons en tête. Évidemment que s'ils ne vont pas voter, ça fera plaisir à une seule personne, Emmanuel Macron. Le président, lui, il redit que les Français, ils ont besoin de stabilité. Et il appelle les Français, évidemment, à se déplacer aux urnes en disant que la France, face à des projets, face à la République En Marche et face à la majorité, il y a des projets incohérents sur l'écologie, des projets d'alliance avec la Russie. Non, mais ça, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a fermé des lits, puis il nous dit qu'il faut ouvrir des lits. Il a fermé Fessenheim, puis il nous dit qu'il faut ouvrir des centrales nucléaires. Il a évoqué des violences policières, puis il nous dit maintenant qu'il faut soutenir la police. Emmanuel Macron est un funambule qui marche sur du vide, c'est tout et le contraire de tout. Et les Français veulent de la stabilité, il a raison. Mais je leur dis, moi, qu'avec Emmanuel Macron, ils auront le chaos pendant 5 ans. Regardons les 5 dernières années. Les pénuries à l'hôpital, c'est lui. La crise des gilets jaunes, qui a été déclenchée par l'arrogance et les petites phrases toujours plus blessantes et l'augmentation des taxes sur l'essence, c'est lui. La situation sécuritaire et migratoire, regardez le Stade de France hors de contrôle, c'est Emmanuel Macron. Donc avec Emmanuel Macron, vous aurez 5 ans de tension, de désordre et de chaos. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas lui laisser les pleins pouvoirs et que je demande aux Français de nous donner les moyens de les défendre et de doter l'Assemblée nationale d'un groupe Rassemblement national puissant pour les protéger pendant 5 ans. Jordan Bardella, pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Thomas Soto, cette phrase. Le destin des dauphins, c'est parfois d'échouer. Vous savez, Jean-Marie Le Pen ? C'est ça. Il parlait des numéros 2. Je connais mes classiques. Bah oui, heureusement. Les postes de numéro 2 au Front National, on va les citer, Florian Philippot, Bruno Maigret, Bruno Gollnisch. Ça leur a pas porté chance. Ça vous inquiète ? Non, ça ne m'inquiète pas. Écoutez,
Marine Le Pen l'a dit, elle dira cet été ce qu'elle souhaite faire. Si elle souhaite revenir à la présidence du mouvement, elle y reviendra. Sinon, il y aura un congrès qui sera organisé à l'automne et peut-être une nouvelle ère s'ouvrira pour le Rassemblement national. Mais vous aurez envie, évidemment, d'être candidat à ce poste-là. En tout cas, je le dirai au moment venu. Il n'y a pas de suspense non plus. Je me suis engagé pour que nos idées arrivent au pouvoir. Et je pense qu'elles sont majoritaires dans le pays. Donc, nous ferons en sorte que dans les 5 prochaines années, elles y arrivent. Merci beaucoup. Merci à vous.